Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'échantillonnage ou sampling en anglais. Alors, qu'est-ce que l'échantillonnage? L'échantillonnage est la sélection d'une partie d'un tout qui produit une série d'échantillons à étudier. Il s'agit d'un processus permettant d'étudier une partie d'une population afin d'en tirer des conclusions sur l'ensemble de cette population. L'échantillonnage est donc une technique essentielle en sciences de données, en statistique et en apprentissage automatique. Elle permet de sélectionner un sous-ensemble représentatif d'une population ou d'un ensemble de données pour des analyses ou des prédictions. La méthode d'échantillonnage. La méthode d'échantillonnage désigne le processus de sélection d'un groupe restreint d'individus à interroger dans le cadre d'une enquête ou d'une étude à grande échelle. L'échantillon lui-même est un sous-groupe représentatif de la population cible. Les méthodes d'échantillonnage se divisent principalement en deux grandes catégories: l'échantillonnage probabiliste ou aléatoire et l'échantillonnage non probabiliste ou non aléatoire. Voyons donc les méthodes d'échantillonnage probabiliste. Avec les méthodes d'échantillonnage probabiliste, chaque individu de la population cible a une probabilité d'être interrogé. Statistiquement, chaque profil de répondant est représenté de manière proportionnelle. Quatre méthodes d'échantillonnage aléatoire ou probabiliste peuvent être mises en œuvre. Nous avons en premier lieu l'échantillonnage aléatoire simple. Cette méthode consiste à choisir des individus de manière aléatoire de sorte que chaque membre de la population ait une probabilité égale d'être inclus dans l'échantillon. En d'autres termes, il s'agit d'un tirage au sort où chaque individu a les mêmes chances d'être sélectionné. Le choix peut se faire avec remise ou sans remise. Avec remise, c'est-à-dire un individu peut être sélectionné plusieurs fois. Sans remise, c'est-à-dire un individu ne peut être sélectionné qu'une seule fois. Et c'est le cas le plus habituel. Son avantage, cette méthode est simple et facile à mettre en œuvre. L'inconvénient est que cette méthode nécessite une liste complète de la population. On donne un exemple pour illustrer. Tirer au sort 10 patients parmi 100 en utilisant un générateur de nombres aléatoires. Nous avons en second lieu l'échantillonnage systématique. C'est une variante de l'échantillonnage aléatoire simple. Cette méthode consiste à sélectionner les individus à intervalles réguliers dans une liste préétablie. Chaque individu de la liste se voit attribuer un numéro et l'enquêteur constitue l'échantillon en respectant un intervalle fixe. Son avantage, elle est plus rapide et facile que l'échantillonnage aléatoire simple. L'inconvénient est que cette méthode peut introduire un biais si la liste est ordonnée selon un certain schéma. Exemple, la base client comporte 10 000 contacts. L'enquêteur choisit l'intervalle plus 10. Il sélectionne le contact numéro 1, puis le numéro 11, puis le numéro 21 et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de la base. L'échantillonnage stratifié. Cette méthode d'échantillonnage est mise en œuvre en deux temps. Dans un premier temps, l'enquêteur divise la population cible en sous-groupes homogènes, strates, sur la base de critères objectifs. Dans un second temps, l'enquêteur sélectionne un échantillon à l'intérieur de chaque strate en utilisant la méthode d'échantillonnage aléatoire de son choix. Son avantage est que cette méthode garantit une représentation équitable de sous-groupes. L'inconvénient est qu'elle nécessite des informations préalables sur les strates. Exemple, l'entreprise réfléchit aux modalités de paiement de son nouveau logiciel SaaS. Elle hésite entre un abonnement mensuel et un paiement à l'usage et souhaite interroger à cet effet sa base de contact. La base de contact est divisée en trois strates sur la base
du niveau de revenu. Pour chaque strate, l'entreprise utilise l'échantillonnage par grappe. Tous les utilisateurs d'applications mobiles au revenu faible, tous les utilisateurs d'ordinateurs au revenu moyen et tous les utilisateurs de tablettes au revenu élevé. Voici donc l'exemple. L'échantillonnage par grappe est le dernier. Dans l'échantillonnage par grappe, la population est divisée en groupes ou grappes. L'enquêteur sélectionne ensuite au hasard un certain nombre de grappes, tous les individus, et interroge tous les individus de cette grappe sélectionnée. L'avantage est que cette méthode réduit le coût lorsque les données sont géographiquement dispersées. L'inconvénient est que cette méthode est moins précise que l'échantillonnage stratifié. Un exemple, la chaîne de restaurants fait une enquête de satisfaction à l'échelle nationale. L'entreprise peut difficilement interroger tous les clients. Elle choisit 3 grappes. Le restaurant de Garoua constitue la première grappe, le restaurant de Yaoundé constitue la deuxième grappe et le restaurant de Ngaoundéré constitue la troisième grappe. Tous les individus de chaque restaurant sélectionné seront interrogés. Passons donc à l'échantillonnage non probabiliste. Les méthodes d'échantillonnage non probabiliste consistent à sélectionner des individus de la population cible sur la base des critères subjectifs. 5 méthodes peuvent être implémentées. Nous avons l'échantillonnage de commodité ou de convenance. L'enquêteur interroge les individus au hasard. L'individu est accessible et disposé à répondre. Cet aspect pratique facilite la tâche de l'enquêteur. Son avantage est que cette méthode est simple et rapide à mettre en œuvre. L'inconvénient est que cette méthode est biaisée et peu représentative. Exemple, le restaurateur prend le temps de recueillir l'avis de quelques tables à la fin de son service du soir. L'échantillonnage à participation volontaire. L'enquêteur propose le questionnaire à l'ensemble de la population cible à un segment spécifique. Il tire des conséquences des réponses obtenues sur la base du volontariat, sans considération pour la majorité silencieuse. L'avantage est qu'elle permet de recueillir des opinions facilement auprès des participants motivés sans effort supplémentaire pour identifier ou solliciter les répondants. L'inconvénient est que cette méthode est biaisée par la majorité silencieuse qui ne participe pas, ce qui limite la représentativité des résultats. L'exemple, l'équipe de marketing envoie par email un questionnaire de satisfaction au segment de clientèle de la boutique en ligne de sa base de contact pour identifier les points d'insatisfaction récurrents. L'échantillonnage au jugé ou raisonné. L'enquêteur prend la décision d'interroger un segment spécifique de la population cible sur la base de son propre raisonnement qui lui fait supposer que le segment est représentatif. Exemple, sélectionner uniquement les patients ayant un symptôme spécifique. L'avantage est que cette méthode est utile pour cibler des groupes spécifiques. L'inconvénient est qu'il y a un risque élevé des biais subjectifs. On a l'échantillonnage boule de neige. Cette méthode d'échantillonnage est utilisée lorsque la population cible est restreinte. Il s'agit d'étoffer le nombre de répondants en faisant appel au réseau de chaque individu interrogé. Chaque nouvelle recrue est invitée à faire participer les proches qui partagent avec elle les caractéristiques spécifiques. Exemple, l'entreprise s'intéresse au potentiel d'une gamme d'aliments bio pour chats. Elle contacte les quelques personnes dont elle a identifié qu'elles avaient un chat et leur demande de diffuser l'enquête. Son avantage est que cette méthode est utile pour des populations difficiles à atteindre. Et l'inconvénient est qu'il y a un risque de non-représentativité. On a en dernier lieu l'échantillonnage par quota. L'enquêteur interroge des parts égales de catégories de la population. Chaque catégorie est définie sur la base de critères objectifs tels que le genre, l'âge, la catégorie socio-professionnelle. C'est la méthode la plus utilisée
lorsque la méthode non probabiliste est employée. Exemple, le questionnaire de satisfaction est adressé à 20 hommes et 20 femmes de la base de contact, peu importe que la clientèle en ligne se comporte majoritairement de femmes. L'avantage est que cette méthode est similaire d'abord à l'échantillonnage stratifié, mais plus flexible. L'inconvénient est qu'elle peut introduire un biais si les quotas ne reflètent pas la population réelle. Passons donc au concept d'undersampling et d'oversampling. En apprentissage automatique, les ensembles de données déséquilibrées nécessitent des techniques spécifiques d'échantillonnage. Le rééchantillonnage des données est l'une des techniques les plus utilisées pour résoudre le problème du déséquilibre des classes dans les données. Undersampling ou sous-échantillonnage, cette technique consiste à réduire le nombre d'exemples dans la classe majoritaire pour égaliser les propositions des classes. L'avantage est qu'elle réduit la taille totale des données, ce qui accélère l'entraînement du modèle. L'inconvénient, il y a un risque de perdre des informations importantes en supprimant des exemples, ce qui peut affecter la performance globale du modèle. Le concept oversampling ou suréchantillonnage, cette technique consiste à augmenter artificiellement la taille de la classe minoritaire en générant de nouveaux exemples, soit par duplication, soit par des méthodes de génération synthétique, par exemple Smooth. L'avantage est qu'elle préserve toutes les données existantes tout en équilibrant la classe. L'inconvénient est qu'elle peut introduire des redondances ou du surapprentissage. La remarque ici est que les méthodes de rééchantillonnage pour résoudre le problème de déséquilibre des classes doivent être appliquées uniquement aux données d'entraînement et non aux données de test. Il faut bien noter cela. Pour bien illustrer ce que nous disons, nous allons donc implémenter les concepts d'undersampling et d'oversampling. Pour ce faire, commençons d'abord par importer les bibliothèques qu'on va utiliser, c'est-à-dire scikit-learn et pandas. Ensuite, nous allons créer un dataset. Si vous avez un dataset, vous pouvez l'utiliser, mais dans cet exemple, je crée donc un dataset de 1000 lignes et qui va contenir 6 features, 6 caractéristiques ou alors 6 colonnes. Et la dernière colonne, c'est la colonne des classes. Ici, nous allons utiliser une classe binaire, donc 0 et 1. Et nous allons attribuer 90% des données à la classe 0 et 10% des données à la classe 1. Ensuite, nous séparons donc nos données pour différencier les données de test et les données d'entraînement. Ici, nous aurons donc 10% des données, c'est-à-dire 700, seront pour les données d'entraînement et 300, c'est-à-dire 30% pour les données de test. On convertit donc notre dataset en data frame pour bien manipuler avec pandas. Pour donc visualiser notre dataset et nous voyons donc nos 6 features qui sont ici. Et voici donc la classe dont je parle. On peut aussi voir quelle est la taille ou le nombre exact, comme j'avais dit, 1000, 700, comme j'avais dit, 700 pour les données d'entraînement. Et nous voyons bien que les données d'entraînement, on a 700 lignes et 6 colonnes. On commence donc par séparer les classes dans l'ensemble d'entraînement. Comme on a deux classes, on sépare donc la classe minoritaire de la classe majoritaire. Et ici, la classe majoritaire est la classe 0 et la classe minoritaire est la classe 1. Comptons le concept d'undersampling sur la classe majoritaire. Dans cet exemple, on utilise un échantillonnage aléatoire sans remise pour réduire la taille de la classe majoritaire. Ça veut dire qu'un individu est tiré une seule fois du dataset. Nous exécutons. Ensuite, dès qu'on exécute l'algorithme d'undersampling, on peut donc venir ici, exécuter cette ligne pour pouvoir visualiser. Et on voit qu'avant l'undersampling, la classe majoritaire était de 630 éléments, c'est-à-dire 630 individus.
tandis que la classe minoritaire était de 70 individus. Après l'undersampling, on voit que les données d'entraînement sont équilibrées. On a 140 échantillons. Cela veut dire qu'on a donc réduit la classe majoritaire qui était de 630 à 70. Raison pour laquelle 7 plus 7 nous fait 100, nous donne 14, d'où 140 échantillons. Et les données de test, on avait 300 au départ et 300 à la fin. Nous pouvons maintenant appliquer le concept d'oversampling avec la méthode SMOT sur notre dataset. Ici, on va essayer d'augmenter la classe minoritaire avec la technique SMOT. SMOT, qui veut dire Synthetic Minority Oversampling Technique, génère des exemples synthétiques pour la classe minoritaire en interpolant entre les points existants, en générant des échantillons synthétiques au lieu de dupliquer des exemples existants. Il améliore la capacité du modèle à généraliser. Ici, nous importons d'abord SMOT pour pouvoir appliquer cela sur notre dataset. Et nous allons d'abord visualiser notre dataset avant application de SMOT sur les données d'entraînement. Et nous allons visualiser également après. Nous voyons donc qu'avant l'oversampling, la taille est que la classe 0 avait 630 éléments, comme au départ, et la classe 1 a 610 individus. Après l'oversampling, nous voyons que la classe 0 a gardé ses 630 éléments et la classe 1 s'est multipliée en 630 également. D'où on a équilibré également nos données d'entraînement ici. D'où la différence entre oversampling et undersampling. Oversampling augmente la classe minoritaire pour pouvoir atteindre la classe majoritaire afin d'être équilibré, tandis que l'undersampling supprime plutôt la classe majoritaire afin de la mettre sur le même pied d'égalité avec la classe minoritaire. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.